celles et ceux qui sont pas peu familiers avec Ferme d'Avenir, on est une association loi 1901. On s'est fondé en 2013 avec l'ambition de pouvoir accélérer la transition agricole et agroécologique. Donc, vaste sujet. Et donc, on s'est concentré maintenant depuis un peu plus de 10 ans sur 4 grands champs d'action qui sont le champ de la formation et dont je m'occupe aujourd'hui avec des formations courtes et puis des formats plus longs pour les gens qui sautent le pas pour s'installer. On a également un pôle d'accompagnement pour accompagner et créer clé en main des fermes agroécologiques sur l'ensemble du territoire national. On va avoir aussi un pôle de sensibilisation avec des podcasts, des vidéos inspirantes, des portraits de fermes qui sont en accès libre sur notre site pour donner quelques clés aux porteurs de projets et aux personnes déjà installées. On va également accompagner des fermes sur leurs projets agroforestiers pour remettre les arbres au cœur des systèmes de production. Et enfin, pour faire tout ça, il faut pouvoir financer la transition. Et en parallèle de Ferme d'Avenir, on a monté une plateforme de financement participatif, Bluebees, pour soutenir en dons avec contrepartie des projets d'installation, de développement de fermes agroécologiques et d'artisanat français. Voilà en quelques mots pour Ferme d'Avenir. Et je vais laisser la parole à Florent et Simon pour se présenter. Vas-y, Simon. Et du coup, Simon, donc maraîcher depuis 2019, céréalier depuis 2021, fin 2021, installé dans le Nord-Loiret vers Pithiviers, entre Orléans et Paris, un peu plus à l'est, vu que Florent va dire entre Orléans et Paris tout pile tout à l'heure. Donc nous, on est limite Seine-et-Marne, enfin voilà, plutôt à l'est. Aujourd'hui, sur 7 hectares quasiment cultivés en maraîchage et sur une cinquantaine d'hectares en céréales, avec du coup transfo, farine, pâte, pain, et on est une douzaine sur la ferme. Et donc c'est le ratio nombre d'actifs surface qui fait qu'on se permet d'être là quand on parle de micro-ferme, parce que sinon effectivement ça peut paraître beaucoup. Mais voilà, du coup installé avec beaucoup d'agroforesterie, on a planté à peu près une douzaine de milliers d'arbres avec Ferme d'Avenir depuis le début. Je te laisse la parole, Florent. Ouais. Et du coup, donc moi je suis Florent de la ferme Sapousse, donc pas très loin de chez Simon. Nous on est dans le sud de l'Essonne et avec ma compagne Sylvie, on est installé depuis là c'est notre 14e saison. Et donc on fait du maraîchage, des plantes aromatiques et médicinales, de l'arboriculture et un petit peu de miel. 2 tiers de notre production, c'est des légumes bruts. Et un tiers, c'est des fruits, plantes et légumes qu'on transforme dans un labo de transfo qu'on a à la ferme. Et on commercialise je dirais 85% de tout ce qu'on fait par le système des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et comme Simon, on accueille aussi des compagnonnes et des compagnons Ferme d'Avenir. Merci à vous deux pour ces présentations. Pour commencer, moi, la première question que j'aimerais pouvoir vous poser à chacun d'entre vous, c'est selon vous, c'est quoi les critères importants de départ quand on se lance dans l'aventure de la microferme pour atteindre le plus rapidement une certaine viabilité économique? Tu veux démarrer, Simon, ou tu veux J'aurais tendance à dire se faire entourer, enfin, en tout cas ne pas se lancer tout seul, soit sur la ferme, soit dans son territoire. Mais moi, je dois beaucoup à notre réussite technique, aux gens qu'on a croisés dans le coin, à nos voisins sur la gestion des sols, sur plein de choses, et énormément à Biocentre, à tout le réseau AFOG, enfin tout l'accompagnement technique de territoire qui existe. Et je pense avoir quand même un bagage assez solide en termes de connaissance du végétal. Je pense que techniquement, il ne faut pas non plus rêver d'être trop fort à l'install, mais en tout cas, réussir à observer beaucoup. J'ai l'impression que c'est l'observation qui apporte énormément. Sentir quand une plante va mal ou quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, quoi.
Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Simon. Et j'ajouterais donc, il y a tout l'écosystème comme ça, des formations courtes qu'on peut avoir ou des échanges qu'on peut avoir avec nos voisins. Et puis, nous, on va quand même recommander les formations un peu plus longues qui sont diplômantes, qu'on appelle souvent les BPREA, les brevets professionnels de responsables d'exploitation agricole, qu'on peut obtenir en présentiel ou en distanciel. Notamment, il y en a qu'on peut obtenir en même temps que le compagnonnage de ferme d'avenir. Et ça, c'est des formations voilà, d'une année, voire un petit peu plus, où on va vraiment creuser les différents systèmes existants et avancer sur son projet avec un design de son projet, un chiffrage de son projet. Pour nous, c'est vraiment important ces formations longues et notamment l'expérience qu'on peut acquérir dans ces formations. Parce que finalement, c'est un métier où c'est important d'avoir fait des conneries ou d'avoir vu des conneries des autres avant de s'installer pour limiter celles qu'on fait. On en fera de toute façon. Mais plus on voit de choses, plus on va limiter les imperfections dans le système qu'on va construire. Et surtout, ça va nous permettre de nous faire une idée plus précise de ce qu'on veut faire, quoi. Nous, c'est vraiment en allant sur plein de fermes différentes avant de s'installer qu'on s'est dit, lui, il fait ça, elle fait ça, c'est une super idée, je vais essayer de le reproduire. Voir beaucoup, beaucoup de choses, pour nous, c'est vraiment important, quoi. Et après, sur la partie vraiment économique, dans le cadre du BPREA ou du compagnonnage, on commence à creuser ça. Donc, on fait un premier prévisionnel économique. Et ça, il faut absolument pas le négliger. C'est pas parce qu'on part sur un projet de changement de vie, de micro-ferme, qu'on veut couper avec le capitalisme et être sur une petite ferme avec des fleurs, du miel et de la joie, qu'il faut éviter de parler d'économie, parce que finalement, nous, on a fait ces prévisionnels économiques, comme Simon qui parle de l'AFOC, l'Association de formation collective à la gestion. On essaye de vraiment s'approprier nos chiffres, parce que si on y va comme ça, la fleur au fusil, sans être sûr que le projet dans lequel on se lance, il est atterri économiquement, et ça ne veut pas dire qu'on se paye dès la première année, mais qu'on se paye la deuxième, la troisième, et en tout cas que ça correspond à nos attentes économiques, on risque d'être extrêmement frustré au bout de quelques années et d'arrêter. Et dans ce cas-là, nous, on aura tout perdu, et les mangeurs et les mangeuses qui sont autour de nous bénéficieront pas non plus de ce qui sort de notre ferme. Donc, on a tous intérêt, nous, et puis ceux qui mangent ce qui sort de notre ferme, à ce que les projets ils soient vraiment fouillés économiquement. Merci à vous deux. Donc, si je résume, en gros, les 3 points qui sont sortis, c'est être bien entouré, pouvoir avoir vu d'autres modèles de ferme qui puissent aussi nous inspirer, et surtout se former, parce que c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Et d'ailleurs, on vous remettra les différentes, dans le chat, les différentes formations qu'a évoquées notamment Florent, que ce soit le BPREA, le compagnonnage de chez Ferme d'Avenir, mais aussi des formations plus courtes pour les gens qui sont encore au stade de reconversion, notamment créer sa micro-ferme agroécologique. Et alors, au quotidien, qu'est-ce qui fait pour vous la différence sur vos fermes d'un point de vue technique, humain? Qu'est-ce qui vous dirait qui peut vous faire gagner en efficacité, en temps, ou simplifier aussi la vie? En tout cas, ce qui nous rajoute du travail et de la charge mentale, c'est l'agroécologie. Donc ça, il faut l'avoir en tête, je pense, quand même, pour celles et ceux qui veulent s'engager. C'est que c'est quand même beaucoup plus simple de faire que 3 cultures et de sortir des phytos, quoi. Donc dès qu'on veut faire ça bien, forcément, il faut avoir plus de charge mentale et de travail. Donc en face, il faut mettre en place des choses pour diminuer tout ça. Donc le premier, c'est la répartition de la charge mentale et être plusieurs. Je pense que c'est, en tout cas, vouloir multiplier les activités typiquement tout seul, ça me paraît très compliqué. Et vu qu'en général, les fermes agroécologiques, on les veut diversifiées, c'est de se dire, si c'est diversifié, ça veut dire que c'est plein de connaissances, et donc ça veut dire que c'est plein de gens. L'autre truc qui me paraît indispensable, c'est d'essayer de faire des choix sur lequel on est aligné, sur lequel on est dur. Donc,
sais pas, sur est-ce qu'on veut ou pas des bâches, est-ce qu'on veut ou pas travailler le sol, est-ce qu'on veut, mais en même temps d'accepter de la souplesse autour, en tout cas les premières années, et de se dire que on peut peut-être pas réussir à mener tous les combats d'un coup. Et ça peut faire gagner de l'efficacité parce que au début, on peut avoir tendance à vouloir tout faire avec du matériel d'occasion, etc. Et l'efficacité, elle passe pas toujours par là, quoi. Donc, je pense qu'il faut, moi, c'est un de mes constats, en tout cas, c'est de se demander sur quoi vraiment on est dur, entre guillemets, au sens où on est strict sur nos valeurs et sur quoi on se laisse de la souplesse. Un de mes derniers exemples sur la ferme, c'est qu'on a passé 4 ans à se dire qu'on voulait pas de terres rares et pas de programmateurs. Et là, je suis en train de me dire que l'irrigation, elle va basculer en full programmateur d'ici 2 ans et que c'est plutôt aux gens de rendre tous les smartphones et les téléphones qu'ils ont de stocker dans leur tiroir plutôt qu'à nous de se flageller avec ça. Donc, c'est en tout cas, je pense, trouver un peu chacune sur ses fermes le compromis entre toujours cette histoire de valeur et l'efficacité effectivement au travail, quoi. Ouais, moi je suis super d'accord avec Simon. Je m'étais noté ça aussi de pas s'entêter dans un truc qu'on avait vu en vidéo ou lu quelque part parce que ça a l'air absolument parfait en termes d'idéal. Mais souvent, nous, on s'entête et on perd 2-3 ans. Et quand on perd que 2-3 ans, c'est cool, mais il faut pas s'entêter au point que la vie devienne beaucoup trop difficile. Et donc, si on n'arrive pas avec un système ou une modalité, on fait autrement, quoi. Des trucs qui peuvent faire la différence, pour moi, c'est la question de la commercialisation. Du coup, c'est comment est-ce que on s'assure déjà ce que l'on produit, parce qu'on peut produire des choses super dans des conditions agroécologiques merveilleuses, mais si elles sont pas vendues, ça tient pas longtemps. Et donc, du coup, se questionner sur la commercialisation, ça doit être au départ du projet. Comment est-ce qu'on va vendre, et surtout avec l'objectif de que ça prenne pas toute notre semaine d'aller écouler la production parce que sinon on va plus avoir le temps de produire. Nous, dans notre cas, les légumes, ils sont écoulés à travers trois AMAP. Donc, il y a 80 parts de production de légumes qui sont écoulés en 2h30, où il y a Sylvie et moi qui faisons les distributions le vendredi soir. Et donc, le vendredi, on récolte les légumes, et le vendredi soir, ils sont commercialisés dans un temps où, en fait, nous, on vend même pas, on fait que discuter avec les gens, et c'est plutôt un temps sympathique où on amène nos enfants. Et donc, du coup, cette efficacité de commercialisation, elle nous permet d'être libérés de ce poids de devoir vendre à tout prix tout le temps, et donc de se projeter et d'être un peu plus apaisé dans la gestion du temps. Après, cette question de la gestion du temps, pour moi, elle est aussi vachement importante. Les 4-5 premières années, c'est sûr que il faut se dire que on va être un peu dans un tunnel, et on construit une ferme, donc c'est normal en fait de faire des compromis sur son temps, sa vie, tout ça. Mais il y a un moment où il faut absolument avoir une gestion du temps professionnel, temps privé, un épanouissement qui nous satisfait. Et donc, il faut avoir prévu dès le départ aussi de pas trop se charger la barque, d'être suffisamment sur la ferme par rapport à la production qu'on veut être capable de mener à bien, pour avoir un rythme de travail tranquille, pour pouvoir... voilà, nous, on était à Paris hier au théâtre avec nos filles, voir Pinocchio, et on a passé la journée à Paris, malgré le fait qu'on soit en mai, et on est super content de s'être forcé en organisant le temps de travail pour pouvoir prendre du temps et pas se dire on est un peu esclave de notre travail. Donc il faut vraiment se dire que notre bien-être à nous, il passe avant tout, et en fait on n'arrivera pas à conduire la ferme si notre bien-être est pas prioritaire. Au début, c'est sûr qu'on est obligé un peu de le mettre entre parenthèses les premières années, mais il faut pas trop faire de compromis là-dessus, parce que sinon on est vite rattrapé, quoi. Merci Florent. Du coup, ça fait le lien avec l'autre question, hein. Et je pense que peut-être, Simon, tu pourras rebondir sur l'aspect de la commercialisation. Du coup, avec le recul, parce que vous avez maintenant quelques années d'installation tous les deux, voire une décennie pour l'un, ça serait quoi les erreurs
que vous ne referiez pas et au contraire les facteurs de succès? Donc, tu as parlé de la commercialisation, qu'en est un, je pense, mais est-ce que vous en voyez, voilà, vous en voyez chacun d'autres en particulier? Bah, je vais parler. Juste, on n'a pas mentionné au niveau technique le désherbage. Et je pense que quand on s'installe en maraîchage bio, il faut l'avoir en tête. C'est 30 à 40% du temps de travail rapidement. Enfin, c'est un truc qui peut vraiment devenir très contraignant et c'est un des facteurs d'échec et de réussite. Donc ça, c'est un des trucs sur lesquels nous, on a beaucoup misé dès le début, vu qu'on récupérait des terres en conventionnel et de se dire que c'était le seul avantage qu'on ait, c'est qu'elles soient propres d'enherbement, quoi. Donc de surtout pas se laisser dépasser par des graines et des fleurs. Donc voilà, là-dessus, en tout cas, à avoir en tête techniquement, via les bâches, les fausses milles, enfin plein de trucs. Et au niveau commercialisation, nous, on est un peu l'exemple de plein de modèles de commercialisation différents en 5 ans. Et pour en finir à où le gourou Florent qui parlait pour sa paroisse il y a 10 ans, il m'a dit, enfin il y a 6 ans quand je voulais m'installer, il m'a dit prends-toi une AMAP et j'avais dit non, pas pour moi. Bah, nous on est à 140 parts de panier AMAP maintenant, donc c'est ça qui assure effectivement 2 tiers de notre commercialisation. Donc bah, on a rejoint ce modèle-là parce qu'on s'y retrouve carrément sur le temps de travail, sur le temps de préparation de commandes, parce que donc nos autres commercialisations sont des épiceries, des restaurants et de la vente à la ferme. Et notamment sur les restaurants et les épiceries, ce qui prend beaucoup de temps, c'est de faire le pick-up, quoi, donc de choisir 2 kilos de courgettes, 3 kilos de ça, etc. Et donc ça, bah, rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qui nous plaisait le plus dans le métier. Donc les légumes sont mieux valorisés avec les restaurants qu'en AMAP au niveau du prix et de ce que ça rapporte. Par contre, il y a un temps de travail qui n'est pas le même, voilà, quasiment de logistique et de facturation et de relance de facturation et donc tout ce qui va avec. Donc c'est, je pense, quand on choisit une commercialisation, de bien savoir ce qu'elle va impliquer dans son temps de travail, dans ses compétences. Et l'autre truc, c'est d'être quand même souple au sens où bah, nous, on a démarré comme ça parce que je bossais encore à Paris, donc je pouvais livrer quelques restos et je n'avais pas verrouillé ma production. On a commencé à basculer AMAP après le Covid parce que du coup, on a perdu les restos à cause du Covid. Et puis bah, après, on a perdu des épiceries avec l'effondrement de la bio en 2023, quoi. Et là, on repart un peu sur du semi-gros avec une coopérative qui va vendre à Biocop. Enfin, voilà, c'est aussi, je pense, beaucoup, comme on le disait techniquement, sur la commercialisation, d'accepter de la souplesse et d'être un peu quand même à la moindre opportunité. Je pense qu'on ne réalise pas trop avant de se lancer dans le métier à quel point bah, une année, quand ça marche bien, les fruits rouges, il ne faut pas avoir peur de lancer un message sur Facebook et d'en vendre à des papy-mamies autour qui veulent faire de la confiture ou de relancer nous, on a une copine qui fait du miel et de la transfo et en fait, dès qu'on l'a appelée, elle s'est mise à nous prendre 30 kilos de fruits rouges, quoi. Et c'est tout con, mais en fait, les 500 euros de fruits rouges qu'elle prend en vrac, ça, c'est un truc qui fait la différence sur le bilan à la fin de l'année. Et je pense que c'est une des grosses forces sur la ferme, c'est d'avoir toujours été prêt à vendre un peu aussi au dérobé, quoi, de se dire, bon, bah, j'ai de la cam, à qui je la vends. Et l'autre exemple que j'aime bien donner, parce qu'il parle, je trouve, c'est de se dire qu'on a valorisé quasiment 2000 euros il y a un an d'épis de blé et de graminées de la ferme chez des grossistes en fleurs bio à côté de Orléans. Et en fait, c'est tout con, mais en fait, via le réseau de la fleur, tu t'insères avec ce réseau-là et un jour, tu envoies un message pour dire bah, j'ai du blé, du seigle avec les couleurs. Ça leur a parlé, ils nous ont pris des dizaines de bottes et voilà. Et donc, je pense que là-dessus, il faut vraiment que tout le monde ait en tête que produire, c'est beau, sauver la planète, c'est bien. Réussir à vendre et à gagner sa vie, c'est le nerf de la guerre et c'est le plus compliqué. Mais voilà, je pense que là-dessus, les AMAP sont une bonne solution. Si tant est que ça redémarre aussi on espère côté amapien, amapienne, et puis d'être aussi à l'aise. Je sais que moi, c'était un de mes blocages, et du coup, on en a reparlé un peu dernièrement avec Florent, mais moi, j'avais très peur de la pression mentale de la map. Et du côté, vu que je suis engagé, il faut que j'arrive à satisfaire mes paniers. Là où les restos et les épiceries, finalement, on présente ce qu'on a, et voilà. Donc de la souplesse, ouais. Et pour toi, Florent, faut que tu remettes ton micro. Je me souviens. Là, on est sur la 3e question, c'est ça? Allô, vous m'entendez?
vous m'entendez pas? Si? Ok. On t'entend, Florent. Ok. Bon, bah, heureusement que j'ai pas dit de conneries. Du coup, on était sur la troisième question, c'est ça? Ouais, tu veux que je te la redonne ou c'est bon pour toi? Si tu veux bien. Je veux bien vite fait. Ouais. Ouais, en gros, c'est quoi les erreurs à éviter avec le recul maintenant que tu as 14 ans derrière toi? Et c'est quoi pour toi aussi les facteurs facteurs clés de succès au-delà de la commercialisation que tu avais déjà évoqué? Du coup, plusieurs trucs. Simon, il en a un peu parlé au début, mais c'est vrai que notre environnement proche, il est vachement important dans notre capacité à vendre, faire fonctionner la ferme et même notre équilibre à nous. Et donc, du coup, pour moi, c'est vachement important de s'insérer dans notre environnement proche. Plusieurs choses, notamment des gens qui, par exemple, sont pas forcément ceux qu'on verrait comme nos amis. Nous, une des premières choses qu'on a fait en arrivant avec Sylvie, c'est d'aller rencontrer les céréaliers conventionnels qui nous entourent et pour essayer un peu de casser les préjugés qu'ils pouvaient avoir sur notre installation, voir les préjugés que nous, on pouvait avoir sur leur mode de fonctionnement. Et en fait, on a eu des bonnes surprises avec des gens qui nous ont ignorés, des gens qui nous ont méprisés, mais aussi des gens qui nous ont aidés, qui nous ont prêté des choses, qui nous ont prêté un tracteur au début, qui nous ont permis de stocker des serres. Aujourd'hui, on stocke encore le gasoil. On va encore chercher le gasoil chez un céréalier qui est à côté, et il nous fait une facture par an et ça nous permet de pas avoir de cuve à fioul sur la ferme, de pas avoir en acheter. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être facilitées par l'environnement professionnel autour et surtout on a beaucoup à apprendre, notamment nous on est dans une région de grande culture, donc on a beaucoup échangé avec des gens en grande culture en agriculture biologique sur le sol et leur façon de travailler les terres qui sont les mêmes que les nôtres. Et je pense que ça nous a évité des bêtises et ça nous a permis de faire certaines choses pas idiotes, de s'inspirer de ce que eux font depuis des générations. Donc même si on n'a pas forcément la même façon de faire au final, de vraiment être en échange avec ses voisins, c'est important. Et au-delà de la profession, être inscrit dans le territoire, ça permet aussi d'assurer de la commercialisation localement et puis d'assurer aussi un bien-être. Nous, on organise pas mal de choses localement, des spectacles, des trucs comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui passent sur la ferme. Et nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on recherche, d'être entouré comme ça. Voilà. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que c'est vachement important dans la construction de son projet. Nous, on est un peu une particularité parce qu'on est un couple, mais on a pas mal de copains, copines qui mènent un projet et ont leur compagne ou leur compagnon qui est pas forcément dans le projet, qui a pas forcément vocation à travailler avec eux. Et du coup, même si la compagne ou le compagnon travaille pas sur la ferme, c'est hyper important de l'impliquer dès le départ, de lui faire faire éventuellement même des formations communes et des questionnements communs, parce que c'est quelqu'un qui, même si il ou elle n'est pas sur la ferme, va partager votre quotidien. Et donc, il faut absolument qu'il ou elle comprenne un peu les ressorts de ce qui va changer dans votre temps de travail, d'organisation, de choses comme ça. Donc ça peut être une source d'instabilité quand nous on est quand nous on est installé, d'avoir un environnement familial qui comprend pas forcément ce qu'on fait. Et donc du coup, pour essayer de préparer ça, essayer de le faire en amont, en incluant vraiment conjoint, conjointe, mais aussi en fonction des âges, les enfants, les parents. C'est pas que vous qui vous apprêtez à construire un projet de micro-ferme, mais c'est tous ceux ou celles qui vous entourent aussi. Ouais. Je reviens juste là-dessus sur le voisinage, indispensable, vraiment, je pense partout, d'emblée d'être non jugeant avec les voisins, qu'importe nos idées politiques, etc. Je pense qu'on a besoin de solidarité dans les campagnes et c'est notamment en avançant qu'on peut créer autre chose, quoi.
Et l'autre truc, c'est par rapport à ce que disait Florent sur la prise de conscience des autres. On a beau vouloir monter un modèle avec un temps de travail raisonnable, on a beau se dire ce qu'on veut. L'agriculture, malheureusement, elle est quand même très liée à la météo. Et donc, c'est compliqué quand même de s'abstraire totalement du métier le week-end, par exemple, de temps en temps. Ou le soir, en débordant un peu. Et pour en avoir pâti quand j'étais enfant, parce que mon père était double actif et céréalier, l'heure de retour du soir, elle n'est pas toujours facile à délimiter. Alors, je sais qu'il y en a de plus en plus des fermes qui arrivent à s'astreindre vraiment à se dire on part à 17 heures, quoi. Mais il y a quand même à l'installation, notamment des moments où c'est compliqué d'imaginer l'heure à laquelle on va finir, surtout les 2-3 premières années. Et je pense que ça, que le conjoint ou la conjointe ou même les amis soient au courant, parce qu'on n'est pas forcément en couple, mais en tout cas, on a une structure sociale souvent autour de nous, que tout le monde, les gens qui vous soutiennent le plus, en tout cas vos proches, soient un peu au courant de ce que vous allez traverser, soient sensibilisés à ça, en tout cas c'est vraiment important. Et l'autre chose, c'est une erreur que j'ai faite, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'aller voir des fermes, etc., c'est de ne prendre que la moitié d'une observation. Et du coup, ne jamais tomber dans le truc de ah bah j'ai l'impression que c'est magnifique de serrer les céleris raves en densité à la Fortier, quoi. Et par contre, d'oublier que bah, pour que ça marche, il faut mettre triple dose de Fertier en face. Et donc, rester sur en gros une idée technique, mais avec les références que vous avez de fertilité, plutôt du GAB et de Biocentre, où là, ils font des céleris à 2 ou 3 fois moins denses. Et donc, bah, en fait, ça fait à la fin des céleris balles de ping-pong, quoi. Donc voilà, c'est si on s'engage dans une voie un peu très, très poussée, être sûr qu'on l'a bien compris et qu'on l'applique bien pour pas être dans l'espèce d'entre-deux bâtard où on viendrait mettre en place une solution et pas sa totalité. C'est classique sur le paillage, des gens qui paillent mais qui paillent pas assez, et du coup bah, tu te retrouves quand même à devoir beaucoup désherber à la main parce que tu n'as pas mis assez de paillage, donc tu n'as pas les intérêts totaux de ta technique et tu te rajoutes des inconvénients, quoi. Donc voilà, je pense que là-dessus, il faut essayer de bien comprendre. Et ce que je dirais aux gens qui ne sont pas issus du milieu, il faut exercer votre œil à tout le temps comparer. Moi, je me rends compte avec les compagnons, compagnonnes et les gens qu'on a en stage, c'est très difficile de voir quelque chose en agriculture si on ne compare pas. Se dire, ah bah ça pousse bien, ou ça pousse mal, ou ah bah ça c'est comme ça. Et donc, il faut faire de l'agriculture comparée tout le temps. C'est passer son temps à faire des photos ou à noter ou à observer sur une même parcelle, bah, à quel endroit c'est plus jaune, à quel endroit c'est plus vert foncé, enfin voilà, comparer pour se faire des références, quoi. Avant qu'on passe à la dernière question, est-ce que sur ces points-là, vous voulez rajouter des choses, peut-être Florent, sur les erreurs que tu aurais voulu éviter avec le recul ou d'autres points de succès de votre ferme? Du coup, non, je dirais quand même que ce qu'on fait en préparation des projets, notamment en BPRA, c'est qu'on parle pas mal du design de la ferme, donc le plan détaillé de la ferme. Et ça, nous, moi, je dirais qu'on l'a fait un peu vite parce qu'on était pris dans des contingences où il fallait amener les réseaux d'eau, amener l'électricité, mettre le forage. On avait prévu de commencer cette année-là et on avait fait notre prévisionnel et qu'on voulait pas se prendre un an dans la vue parce que parce qu'il aurait fallu, tu vois, peser un peu plus l'organisation de où est chaque chose. Et donc, nous, par exemple, je trouve qu'on marche un peu trop pour aller des serres jusqu'à la grange et qu'on aurait pu s'éviter ça sûrement. On n'a peut-être pas suffisamment pensé l'endroit où on met le compost, même si bon, c'est plutôt pas mal rattrapé. Mais voilà, il y a plusieurs petits trucs comme ça de réfléchir à où on va mettre chaque chose dès le début, quitte à réadapter, mais d'avoir un plan un peu plus précis. Mais j'ai l'impression qu'on le fait plutôt maintenant en BPRA, et notamment Sophie, tu le fais dans les formations Ferme d'Avenir. Et puis, Simon le disait un peu, mais pour moi, le truc de séquencer son projet, c'est aussi super important, quoi. C'est absolument certain que votre projet, il va pas ressembler à la ferme de vos rêves, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième année. En fait, c'est un chemin, la création d'une micro-ferme. Et du coup, c'est super et vachement important d'avoir une vision de là où on veut aller.
Mais cette vision, elle ne doit pas nous empêcher de la construire progressivement et de se dire, bah, en première année, je vais aller là, c'est dans l'objectif de ma vision. Je ne vais pas la réaliser pleinement, mais en deuxième année, je vais m'en rapprocher, en troisième année, en quatrième année. Et nous, on a plutôt fonctionné comme ça, en commençant avec le maraîchage et les plantes aromatiques. Et puis après, on a fait ferme pédagogique, on a planté des arbres, des haies, puis on a planté des fruitiers, puis on a mis des ruches, puis maintenant on fait les spectacles, les animations et tout. Mais si on avait voulu faire tout ça dès le début, là, c'est certain qu'on aurait arrêté, quoi. Euh, voilà, c'est important d'avoir une vision, un idéal, et voir quand on est plusieurs. Nous, on a ressenti le besoin de l'écrire pour que cette vision, elle soit partagée entre nous et que bah, quand on décide de pas tout de suite aller vers cette vision, parce que bah, faut parfois, je sais plus qui disait que des fois, il faut mieux contourner la montagne pour arriver jusqu'au col. Bah, des fois, on est obligé de contourner la montagne, mais tu sais que tu vises la montagne, quoi. Et quand tu es plusieurs, en fait, sur une ferme, t'as pas toujours la même interprétation de comment contourner la montagne. Et quand il y en a un qui fait un pas de côté par rapport aux visions que tu t'étais fixées, bah, si tu t'es pas vraiment fixé de vision, tu te dis, ah, il diverge. Et en fait, non, si tu sais que tu vas au même objectif, bah, t'acceptes en fait que à un moment on puisse diverger un peu pour toujours aller dans le même sens, quoi. Donc pour moi c'est vachement important d'avoir des idéaux, de les écrire, voire voilà, de les concrétiser en une vision, mais d'accepter que cette vision elle se réalisera pas dès les premiers 6 mois d'installation. Donc faire un rétro-planning, ne pas vouloir tout faire d'un coup, et faire au fur et à mesure en fonction de ses capacités, ses moyens. Ouais, et le rétro-planning, on peut faire un rétro-planning, mais il faut être aussi conscient que bah, ça sera sûrement différent et c'est OK. Garder la vision en ligne de mire. Bon, sachant que la vision peut évoluer. Ok. Simon, de ton côté, avant qu'on passe aux questions, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Par rapport à ce que disait Florent, là, je dirais un truc genre bosser la gratification, mais je sais que c'est un des trucs qui a été dur à mettre en œuvre, nous. En gros, le milieu agricole est quand même très déstabilisant par plein d'aléas, énormément. Enfin, météo, panne matériel, dès qu'il y a de l'ARH, bah, souci est lié au fait qu'on soit des humains et que, du coup, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où tout le monde est là, il y a des jours où tout le monde n'est pas là, etc. Et en fait, si on commence à se focus là-dessus, ça peut vite être très compliqué et très chargé de poids, tout ça. Et je pense qu'il faut réussir à mettre autant d'énergie à supporter le négatif qu'à valoriser le positif et toutes les réussites qui sont mises en place. Et voilà, c'est un des trucs que j'entends assez peu chez beaucoup de porteurs de projets, mais d'essayer de se focaliser sur tout ce qu'on arrive à faire à chaque moment et de se dire waouh, j'ai réussi à faire ça. Mais c'est vrai que les gens, quand ils te présentent leur ferme en deuxième ou troisième année, en général, tu entends beaucoup j'avais prévu ça et j'ai réussi à faire que. Ben, non, en fait, déjà, génial, tu as réussi à faire tout ça. Et c'est déjà énorme parce qu'on sait ô combien le milieu agricole a des difficultés, à toutes ces difficultés que je viens d'évoquer. Et je pense que par rapport au design que disait Florent, on est un peu dans le même cas. Il faut accepter du coup tout ce qui est réversibilité et d'oser rechanger des choses, quoi. Ça, c'est pas grave. Alors, c'est plus dur quand il s'agit de couper des arbres qu'on a plantés. Donc, pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé. Mais du coup, sur la plantation d'arbres, j'irais peut-être dans le sens de attendre peut-être 1 ou 2 ans des fois pour en planter certains. Tous ceux qui sont proches du bâti, en tout cas proches des serres, pour être sûr qu'on va vouloir les planter là. Et sur cette question de l'installation et de choses auxquelles on ne pense pas, je trouve que dans les budgets que je voyais passer moi quand j'étais coordinateur de BPREA et encore aujourd'hui quand j'en parle avec les gens, tout ce qui est viabilisation est sous-estimé partout énormément. L'eau, l'électricité, les cheminements en temps de travail et en argent, ça coûte cher et c'est très important. Et je trouve que là-dessus, cultive dans la manière dont il l'approche, ça se voit assez bien en fait d'emblée. Ils misent beaucoup là-dessus, sur le fait de ramener l'eau, les lakes, des cheminements très stables au bon endroit. Et donc je pense qu'il faut qu'on s'en inspire toutes et tous sur nos fermes, d'avoir en tête que ouais, c'est des fluides qui peuvent nous faire perdre un temps fou après, quoi. L'eau et les lakes et le cheminement. Super, merci à vous deux. Moi, je n'ai pas de questions supplémentaires, donc je vous propose de vous laisser la parole. Donc, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat.
Ou sinon, effectivement, on peut, Solène, ouvrir les micros et faire en direct aussi. Voilà, à vous la parole. Alors, première question, avez-vous des conseils, des ressentis, la façon d'aborder les choses pour la première année de lancement, notamment pour gérer l'aspect économique et revenus personnels, vu que les ventes de la première année sont assez faibles? Comment est-ce que vous avez fait respectivement? Mais moi, j'étais sur un modèle double actif, du coup, les 2 premières années. Donc, l'installation avec matériel d'occasion, peu d'investissement les 2 premières années. J'étais encore coordinateur de BPRE. Mais du coup, ça fait une très, très grosse amplitude horaire. Et ça ne serait pas passé si je n'avais pas eu énormément d'aide de mes potes pour monter les serres, pour bâcher les serres, pour tout ça, quoi. Mais en tout cas, c'est un modèle qui peut se faire, de continuer de garder une activité à 15 heures semaine quelque part et qui assure un certain fixe. Et nous, du coup, donc on est 2. Et la première année, Sylvie, elle a gardé son salariat. Donc, en fait, la première année, on vivait à 2 sur son salariat. Et on s'est payé 1 000 euros chacun la deuxième année. Donc, du coup, à partir de la deuxième année, et après, on a augmenté notre revenu, quoi. Mais les ventes, nous, par exemple, le timing de notre installation, on est passé en commission qui valide l'installation en septembre. Ensuite, on a démonté des serres d'occasion en novembre, qu'on a remonté en décembre. Et ensuite, on a fait nos premiers semi-plantations janvier-février. Et on a fait nos premiers paniers en juin. Donc moi, j'ai été encore en salariat en maraîchage jusqu'à décembre à peu près. Donc finalement, on a eu que 6 mois où on a mis en culture, préparé la ferme avant d'avoir les premiers paniers, donc les premiers revenus, quoi. Mais ça serait pas. Enfin, là, on était 2 et donc on a pu bénéficier du fait que Sylvie vienne que la deuxième année. Merci. Et une autre question, est-ce que vous pouvez préciser que vous êtes propriétaire ou locataire de votre parcellaire? Et si ça a été compliqué de trouver du foncier? Parce que c'est vrai qu'en Île-de-France, et proche Île-de-France pour toi, Simon, ça reste un sujet. Euh, J'y vais? T'y vas, Simon? T'y vas? Vas-y. Donc nous, du coup, on a cherché des terres pendant 2-3 ans. On s'était fixé une zone région sud de la région Île-de-France, nord de la région centre. Et donc, bah, on a pas mal ratissé. On allait voir les mairies, les SAFER, chambre d'agriculture, point accueil installation, répertoire départemental à l'installation, les structures d'accompagnement à l'installation, comme le pôle à Biosol en Île-de-France, la DEAR dans le Loiret, le Gabor. Donc, en gros, on allait autour de ces structures-là pour essayer d'avoir des pistes de terre. On a eu plusieurs pistes, des trucs qui ont marché, d'autres pas. Des fois, il n'y avait pas l'eau, pas l'électricité. Des fois, on voulait pas nous faire de bail. Nous, en tout cas, notre condition, c'était qu'il fallait. Nous, on s'en fiche d'être propriétaire, mais on voulait absolument avoir un bail. Donc qui nous sécurise, un bail agricole, donc de minimum 9 ans, qui est très sécurisant parce que voilà, le fermier en place, donc nous, peut difficilement se faire reprendre le bail, sauf si le propriétaire veut le prendre pour lui ou pour un de ses descendants directs. Nous, finalement, on a trouvé le foncier auprès d'une commune. Donc, c'est la commune de Pucet qui avait fait une annonce pour installer des maraîchers sur cette parcelle. Et donc, on est locataire de tout le foncier qu'on cultive, et on a la commune qui nous a vendu un terrain pour faire la grange et la maison, pour qu'on puisse être propriétaire du terrain où on a construit, parce que sinon la banque nous prêtait pas d'argent si on voulait emprunter pour construire sur un terrain
duquel on n'était pas propriétaire. Mais le statut de la location, le statut du fermage en agriculture est très sécurisant. Et voilà, nous, on n'est pas on est locataire, mais ça nous va très très bien parce qu'on n'a pas eu à débourser l'argent pour acheter le foncier. Donc cet argent-là, on a pu l'investir dans l'outil de production plutôt. Et pour ma part, je suis locataire aussi sur la majeure partie des hectares. Il n'y a que 3 hectares où, au moment où j'ai repris la céréale, où en gros, c'est un classique des cessions de ferme. Il y a une des propriétaires qui m'a forcé à acheter parce que du coup, c'était le bon moment de mettre le couteau sous la gorge en me disant est-ce que tu les prends ou est-ce que je les vends ailleurs, quoi. Et vu que ça démembrait le parcellaire au sens où ça venait faire des bandes qui n'auraient pas été à moi au milieu de gros silos qui auraient été à moi, ça me faisait chier d'avoir un conventionnel au milieu de mes céréales bio. Donc, on a acheté. Voilà. Et après, pour le coup, j'ai repris la céréale, moi, avec ce qu'on appelle un pas de porte. Donc, c'est un dessous de table qu'on est obligé de donner à la personne qui part à la retraite, qui est illégal en France, mais qui est pratiqué beaucoup en Île-de-France, région centre, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et de plus en plus en Bretagne, Vendée. Et là, j'ai eu vent aussi que ça commence à arriver énormément dans le sud-ouest. Donc voilà, il faut s'y préparer quand éventuellement vous voulez reprendre des terres en location, quoi. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de fermes qui vont être à reprendre, qui sont assez grandes et qu'on ne vise pas forcément quand on est en train de réfléchir à une installation à reprendre celle-là et que du coup, on laisse celle-là repartir encore plus à l'agrandissement et qu'on s'isole sur des toutes petites fermes à 2-3 hectares, quoi. Là où je pense que pour changer et massifier l'agriculture bio et l'agriculture de qualité, l'agroforesterie et tout, on a besoin de projets qui reprennent 40-50 hectares, mais ça ne se fait pas effectivement tout seul ou toute seule. Donc n'hésitez pas vraiment à d'emblée réfléchir à des projets à 3, 4, ou en tout cas même à 1 ou 2 avec éventuellement du salariat dessus. Mais voilà, si on ne veut pas que les fermes continuent de partir à l'agrandissement, il faut que aussi que les personnes qui se lancent dans le métier osent reprendre des fermes un peu plus grandes et quitte à ce qu'on appelle les démembrer derrière. Donc à reprendre 50 hectares et en faire 10 fermes de 5 hectares éventuellement, quoi. Mais en tout cas, à ne pas laisser partir ces fermes laitières, ces fermes céréalières de taille moyenne que aux gros d'à côté qui ont déjà 200 et qui vont monter à 300, 400, comme ça les prochaines années. Et si jamais vous n'en avez pas les reins aujourd'hui, faut regarder vraiment du côté de Fèves et Éloi qui commencent à avoir accès justement, je ne sais comment, mais en tout cas à des fermes assez grosses, d'assez grosse taille, qui n'ont pas toujours en fait de gens pour s'installer dessus. Donc ne pas hésiter à regarder ces porteurs d'appui au foncier agricole, duquel on ne disait pas forcément du bien dans les milieux militants il y a 2-3 ans, mais qui semble être aujourd'hui une voie de réponse pour faire en tout cas un peu l'intermédiaire entre des gros propriétaires qui arrêtent ou des gros locataires qui arrêtent et des gens qui ont envie de s'installer. Merci pour vos réponses, Simon et Florent. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture ce webinaire? Vous pouvez prendre la parole si jamais plutôt qu'écrire, c'est aussi possible. Pas d'autres questions, tout était clair pour vous? Bon, très bien. Merci en tout cas pour vos présences. Merci Florent, merci Simon de vous être prêtés au jeu de ce webinaire et d'avoir répondu aux questions. On enverra en replay le webinaire, voilà, si vous voulez le revisionner par après. Et en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. On espère peut-être vous voir parmi nous dans nos formations, dans nos visites de ferme, voilà, dans les prochains mois. Très bonne journée à tous et merci. Bonne journée, à bientôt. Merci Florent, merci Simon.